Le fer rouge ne ment jamais. C'est la seule vérité absolue dans un monde de faux semblants, de chaînes et de trahisons. Élias le savait mieux que quiconque, car le métal était son seul confident depuis qu'il avait été arraché à sa terre natale. En cette année 1842, sur la plantation de l'Ombre Portée en Martinique, la chaleur était un bourreau quotidien. Mais pour Élias, le forgeron, la fournaise de son atelier n'était rien comparé au feu qui dévorait son âme. Il portait en lui un secret plus lourd que l'enclume qu'il frappait chaque jour sans relâche sous les ordres des colons. On l'appelait le colosse silencieux, un homme dont la stature imposait un respect teinté de crainte, même chez les gardiens les plus féroces. Ses mains, déformées par des décennies de labeur, de brûlures et de cicatrices, cachaient une anomalie fascinante, une sensibilité vibratoire hors du commun que le maître du domaine n'avait pas encore perçue et qui allait bientôt tout changer. Élias ne se contentait pas de battre le fer. Il l'écoutait, il le ressentait jusque dans la moelle de ses os. Il percevait les fréquences invisibles, les battements de cœur de tout ce qui l'entourait, du sol rocheux aux arbres centenaires. Chaque pas sur le domaine, chaque cri lointain, chaque mensonge murmuré dans le vent résonnait dans ses paumes calleuses. La plantation portait bien son nom, une terre maudite où la lumière semblait mourir avant même de toucher le sol fertile. Ici, la cruauté n'était pas un accident de parcours, mais un système de gestion quotidien, froid et méthodique. Et au sommet de cette pyramide de souffrance trônait un homme dont le simple nom faisait trembler les plus braves. Le comte de Valmont était un homme dont l'arrogance n'avait d'égal que sa ruine financière imminente. Ses vêtements de soie fine et ses manières de noble de cour cachaient une déchéance absolue et des dettes de jeu vertigineuses. Pour lui, les êtres humains n'étaient que du bétail, des chiffres sur un registre de comptes qui virait dangereusement au rouge. Valmont jouait son va-tout, misant le peu de crédit qu'il lui restait sur une dernière chance de salut pour s'aligner. Il avait besoin d'un miracle, ou plutôt d'une bête capable de restaurer son prestige aux yeux des autres planteurs de l'île. Mais il ignorait que le salut qu'il cherchait allait devenir l'instrument tranchant de sa propre perte. Avant de plonger plus profondément dans ce mystère, restez avec moi jusqu'au bout, car chaque détail est une pièce du puzzle. Dites-moi dans les commentaires, sur une échelle de 0 à 10, si vous ressentez déjà la tension de cette plantation. Abonnez-vous pour ne pas manquer la justice qui se prépare dans l'ombre de la forge d'Élias. Tout commença le jour où une bête sauvage, nommée Lucifer par ceux qui l'avaient capturé, arriva sur le domaine. Ce n'était pas un simple cheval, mais un étalon noir dont la robe sombre semblait absorber la moindre particule de lumière. Valmont l'avait acheté à prix d'or à un marchand sans scrupules, voyant en lui le champion qui effacerait ses dettes. Mais Lucifer portait bien son nom, et il refusait catégoriquement de se soumettre à la moindre volonté humaine. Sa puissance était terrifiante. Sa haine pour les hommes semblait jaillir de chaque muscle de son corps puissant. Il n'était pas seulement indomptable, il était devenu un prédateur impitoyable au sein même de la plantation. 3 palefreniers, parmi les plus expérimentés et les plus brutaux de l'île, avaient déjà péri sous ses sabots d'acier. Leurs crânes avaient été broyés comme de simples coquilles d'œufs par la fureur aveugle de l'animal en cage. La terreur s'était emparée des écuries et plus personne n'osait s'approcher de l'enclos maudit, même sous la menace. Valmont, acculé par des créanciers qui commençaient à saisir ses biens, sombrait peu à peu dans une paranoïa meurtrière. Il ne pouvait pas se permettre de perdre son investissement ultime, sa seule chance de survie dans la haute société coloniale. Il promit la potence à quiconque ne parviendrait pas à briser, par n'importe quel moyen, la volonté de la bête. C'est dans cette atmosphère de mort et de désespoir qu'Élias fut soudainement tiré de sa forge solitaire. Le maître du domaine avait épuisé toutes ses options et se tournait vers le dernier homme qu'il aurait souhaité voir réussir. Il ne se doutait pas qu'en appelant le forgeron, il déterrait une vérité qu'il avait soigneusement cachée 10 ans plus tôt. Les gardes arrivèrent avec des chaînes lourdes, craignant que le colosse ne résiste à l'appel impérieux du maître. Élias ne dit pas un mot, il se contenta de poser son marteau de forge avec une lenteur calculée, presque rituelle. Il sentait déjà la vibration de l'animal au loin, un rythme chaotique et douloureux qui résonnait dans ses propres veines. Le chemin vers l'enclos de Lucifer semblait être une marche vers l'échafaud pour tous ceux qui observaient de la scène. Les autres esclaves de la plantation s'étaient arrêtés, le cœur serré, regardant leurs frères s'avancer vers un destin incertain. Ils savaient que si Élias échouait,
Il n'y aurait plus personne pour protéger les orphelins et les faibles du domaine. Le silence qui s'abattit sur la plantation lorsque le forgeron atteignit l'enclos était d'une lourdeur insupportable. Même le vent semblait s'être figé dans les feuilles des palmiers, comme pour ne pas perturber ce duel de géants. Elias se tenait là, sans fouet, sans éperon, ses mains nues pendantes le long de son corps, étrangement calme. L'étalon noir s'arrêta brusquement de ruer, ses naseaux fumants expulsant un air chargé de défi et de souffrance. Il sentait quelque chose de radicalement différent chez cet homme qui ne brandissait aucune arme pour le soumettre. Elias, lui, ne cherchait pas à dominer l'animal du regard. Il écoutait le chant de la terre sous les sabots de la bête. Valmont, observant la scène depuis son balcon avec une lunette de vue, ricanait nerveusement en serrant son verre de rhum. Il espérait voir le forgeron se faire piétiner, tout en ayant désespérément besoin de son succès pour sauver sa fortune. Mais ce qu'il allait voir ce jour-là allait défier toutes les lois de la nature et les principes de la soumission. Dès que le forgeron posa le pied dans la poussière de l'enclos, la tension monta d'un cran, la poussière tourbillonnait dans l'enclos comme un linceul de terre, étouffant les bruits de la plantation. Chaque muscle de Lucifer était tendu, prêt à briser l'intrus qui osait violer son territoire de rage et de sang. Mais Elias ne bougeait pas. Il attendait que le silence de son esprit s'accorde au tumulte de l'animal sauvage. L'étalon noir n'était plus une simple bête aux yeux du forgeron, mais un miroir de sa propre souffrance. Il voyait dans les yeux de Lucifer le reflet des années de servitude, de coups et de dignité bafoués. C'était un duel d'âmes qui se jouait dans l'arène poussiéreuse, sous le regard avide des prédateurs humains. Le forgeron commença à émettre ce son, ce bourdonnement sourd qui semblait venir des entrailles de la terre. Ce n'était pas un chant, mais une fréquence de résonance, un secret transmis par les anciens dans les cales des navires. Les spectateurs sur le balcon ne comprenaient pas ce qui se passait, car le son était trop bas pour l'oreille humaine. La bête tueuse, celle qui avait broyé les os de 3 hommes, se figea comme si le temps lui-même s'était arrêté. Le silence qui suivit fut plus terrifiant que les cris de rage de l'animal, une chape de plomb sur la plantation. Valmont, sur son balcon, laissa échapper son verre de cristal, qui se brisa sur le sol en un millier d'éclats de verre. La main du forgeron se posa enfin sur la peau frémissante du cheval, un contact électrique qui fit vibrer l'air. À cet instant, Elias ne sentit pas seulement la chaleur de l'animal, mais un choc qui remonta jusqu'à son cœur. Sous ses doigts, là où le pelage était le plus dense, il sentit une irrégularité, une cicatrice cachée aux yeux du monde. Ce n'était pas une blessure faite par un prédateur de la forêt, ni une marque de propriété ordinaire. C'était une déformation précise, la trace indélébile d'un mors de fer conçu pour une torture très spécifique. Elias reconnut immédiatement la texture du métal, car c'était lui qui avait forgé cet instrument 10 ans auparavant. En 1832, une nuit d'orage apocalyptique, un homme était venu à la forge avec un dessein étrange et maléfique. Cet homme n'était pas Valmont, mais Monsieur de Saint-Avit, l'ancien propriétaire légitime de l'ombre portée. Saint-Avit cherchait un moyen de dresser un poulain particulièrement fougueux, sans savoir que cet instrument causerait sa perte. Le comte de Valmont, observant la scène avec une lunette de vue, sentit un frisson glacé parcourir son échine. Il vit le forgeron s'attarder sur cette zone précise, juste derrière l'oreille gauche de l'étalon noir. Un doute s'installa dans son esprit corrompu. Se pouvait-il que ce nègre ait reconnu le cheval du disparu? La vérité frappa Elias avec la force d'un coup de marteau sur l'enclume. Ce cheval n'était pas un étalon sauvage. C'était, noir et clair, le poulain que Saint-Avit aimait plus que tout, disparu le jour même du meurtre. Le cheval avait survécu 10 ans dans les marais, portant en lui le seul témoignage physique du crime de Valmont. Valmont avait prétendu avoir racheté la plantation après une mystérieuse disparition, documents à l'appui. Mais les documents étaient des faux, rédigés avec le sang de celui qui l'avait accueilli comme un ami. Le cheval, en revenant sur ses terres, était devenu le juge et le bourreau que Valmont n'avait pas prévu. Pendant que ce secret éclatait dans l'esprit d'Elias, une autre tragédie se préparait dans l'ombre des cases. Solange, la petite orpheline qu'Elias protégeait comme sa propre fille, pleurait en silence dans l'obscurité. Le régisseur venait de lui annoncer qu'elle serait vendue dès le lendemain à un marchand de la ville. Le médaillon qu'elle portait n'était pas un bijou, mais une promesse de fer forgée par les mains d'Elias. Il lui avait dit que tant qu'elle porterait ce métal,
La terre de ses ancêtres veillerait toujours sur elle. Mais la cupidité de Valmont était plus forte que les promesses d'un esclave, et le temps jouait contre eux. Le comte s'approcha de l'enclos, son visage affichant un masque de satisfaction forcée devant les autres planteurs. « Félicitations, forgeron. Tu as dompté le diable, mais n'oublie pas qui tient la chaîne de ton destin. » Ces paroles étaient des menaces voilées, des lames prêtes à trancher la gorge de quiconque oserait parler. Elias savait que s'il révélait sa découverte maintenant, il serait abattu sur place, sans aucune forme de procès. La justice sur l'île appartenait à ceux qui possédaient le fer, pas à ceux qui le travaillaient dans la sueur. Il devait jouer le jeu de la soumission tout en préparant le piège qui ferait tomber le tyran de son piédestal. Valmont ordonna que le cheval soit préparé pour la grande vente du lendemain, avec les plus beaux ornements. Il voulait que Lucifer soit la pièce maîtresse d'un spectacle qui humilierait ses rivaux et remplirait ses coffres. Mais il commit l'erreur fatale de confier la préparation finale de l'équipement au seul homme qui pouvait le saboter. Elias retourna dans son atelier, le cœur lourd d'une résolution qui ne connaissait plus la peur. Il regarda ses outils, ces extensions de son propre corps qui allèrent devenir des instruments de délivrance. Il ne s'agissait plus seulement de survivre, mais de venger celui qui était tombé et de sauver l'enfant innocente. Il commença à forger des fers d'un genre nouveau, des pièces d'une précision chirurgicale et d'une cruauté cachée. Chaque coup de marteau résonnait comme un décompte macabre dans le silence de la nuit tropicale. Il savait que le lendemain, soit il gagnerait sa liberté, soit il rejoindrait les morts dans les marais de l'oubli. Mais Elias n'était pas seul à veiller cette nuit-là, car les murs de la plantation avaient des yeux et des oreilles. Le régisseur, un homme dont la haine pour Elias n'avait d'égal que sa servilité envers Valmont, rôdait. Il sentait que quelque chose de sombre se préparait sous les coups de marteau réguliers et hypnotiques du forgeron. Le destin de la petite orpheline et celui du comte étaient désormais liés à la qualité de l'acier d'Elias. Une seule erreur, un seul tremblement de la main, et tout s'écroulerait dans un bain de sang inutile. Le forgeron leva son marteau une dernière fois, visant le point faible du métal qui allait changer l'histoire. L'animal et l'homme communiquaient à travers la vibration du métal, un pacte de sang scellé dans le feu. Le lendemain ne serait pas une vente, mais un jugement dernier où le fer rendrait enfin son verdict. Mais une question demeurait. Elias aurait-il le temps de finir son œuvre avant que le premier rayon de soleil ne déchire l'horizon? Le métal hurlait sous les coups redoublés du forgeron, un cri strident qui couvrait le tumulte de ses propres pensées. Elias savait que chaque étincelle qui s'envolait dans l'obscurité était une seconde de moins avant l'inévitable. Le temps n'était plus un allié, mais un prédateur silencieux qui lui mordait les talons dans cette nuit d'encre. Soudain, le rythme de l'enclume fut brisé par un craquement de bois sec et une voix qui suintait la menace. Le régisseur, un homme dont l'âme était aussi noire que le charbon de la forge, se tenait là, observant chaque mouvement. Le maître s'impatiente, forgeron. Il veut que le monstre soit ferré avant que le premier coq ne chante. Elias ne répondit pas, son silence étant sa seule armure contre la haine viscérale de cet homme. Il dissimula d'un geste fluide les fers modifiés sous un tas de scories fumantes, son cœur battant à rompre sa poitrine. Le régisseur s'approcha, son souffle fétide empestant le rhum bon marché et la cruauté gratuite. Dans l'esprit d'Elias, une seule image brûlait plus fort que le charbon, le visage de la petite Solange. Il l'imaginait recroquevillée dans la paille sale des quartiers d'esclaves, ignorant que son destin se jouait à cet instant précis. Chaque coup de marteau était une prière muette pour sa survie, un pacte de sang passé avec le fer lui-même. Pourquoi ce fer a-t-il cette forme étrange, forgeron? On dirait une lame plus qu'une protection. La question tomba comme un couperet, glaçant le sang d'Elias qui sentit la sueur froide couler entre ses omoplates. Il devait inventer un mensonge crédible, une vérité déformée que l'arrogance du régisseur pourrait accepter sans douter. La bête a le sabot fendu, monsieur. Si le fer ne mord pas dans la corne, elle s'effondrera au premier galop. Sa voix était basse, monocorde, dépourvue de toute émotion pour ne pas trahir l'ouragan qui faisait rage en lui. Le régisseur grogna, jetant le fer au sol dans un cliquetis métallique qui résonna comme un avertissement de mort. L'aube arriva avec une rapidité cruelle, déchirant le voile de la nuit pour révéler les préparatifs de la vente. Les riches planteurs arrivaient déjà dans leurs calèches rutilantes, étalant une opulence bâtie sur des montagnes de cadavres. Le rire de Valmont, gras et victorieux,
résonnait sur la véranda alors qu'il accueillait ses invités avec une courtoisie de façade. Au milieu de cette agitation, Elias vit une silhouette minuscule traîner sans ménagement vers l'estrade des enchères. Solange ne pleurait plus, ses yeux étaient vides, fixés sur le médaillon de fer qu'elle serrait entre ses doigts, tremblants. Le forgeron sentit une vibration sourde monter du sol, une fréquence de rage pure qui s'accordait à son propre désespoir. Le cheval sentait l'approche du dénouement, ses muscles tressaillant sous la robe noire comme des vagues de pétrole. Elias s'approcha de l'animal pour la dernière fois, faisant semblant d'ajuster la sangle de la selle de cérémonie. En réalité, il murmura une fréquence si basse que seuls les murs de pierre semblèrent l'entendre. Le fer se souvient, noir et clair. Le comte voulait faire une entrée théâtrale, une démonstration de force qui ferait taire toutes les rumeurs sur sa faillite. Il ordonna que Lucifer soit amené au centre de la cour, devant les yeux ébahis des acheteurs potentiels. Le silence se fit, une chape de plomb pesante alors que le prédateur humain s'approchait de sa proie animale. Le forgeron savait que le moment du basculement était arrivé, celui où le destin ne dépendrait plus de lui. Il avait implanté la vérité dans le métal, et maintenant, il devait regarder cette vérité éclater au grand jour. Son regard croisa celui de Solange sur l'estrade, un dernier adieu silencieux avant que le chaos ne se déchaîne. L'arrogance du comte était son plus grand aveuglement, le poussant à croire qu'il pouvait dompter la nature elle-même. Il monta sur Lucifer avec une assurance feinte, voulant prouver qu'il était le seul maître légitime de ce domaine maudit. Le cheval resta étrangement immobile, comme s'il attendait un signal invisible pour déclencher l'apocalypse. Elias ferma les yeux une seconde, sentant la vibration du sol changer radicalement sous les sabots de l'animal. Le piège était en place, chaque pièce de fer forgée cette nuit-là, agissant comme un rouage dans une machine de justice. Valmont leva sa cravache pour frapper l'animal, ignorant que ce geste serait le dernier acte de sa vie d'usurpateur. « Regardez bien, messieurs, voici comment on brise la volonté des rebelles, qu'ils soient à 4 pattes ou à 2. » Le cri de Valmont fut accueilli par des applaudissements polis, mais le vent tourna brusquement, apportant une odeur de soufre. Elias émit alors ce sifflement imperceptible, cette note de musique que la forge lui avait apprise au prix de sa propre liberté. Le chaos ne fut pas progressif, il fut instantané et dévastateur comme une éruption volcanique. Les fers sabotés par Elias s'enfoncèrent dans les chairs tendres, non pas pour blesser l'animal, mais pour le guider par la douleur. Le cheval ne devint pas fou de rage, il devint l'instrument d'une précision chirurgicale, une arme de vengeance totale. Le comte comprit trop tard que l'homme qu'il méprisait avait transformé son triomphe en un cercueil de fer. Il hurla, mais son cri fut étouffé par le hennissement terrifiant de Lucifer qui résonna dans toute la vallée. Le monde bascula pour Valmont, la terre de la plantation montant à sa rencontre avec une violence inouïe. Elias avait tout calculé, chaque angle, chaque position, chaque centimètre de cette arène de sang. Il regarda impassible alors que le tyran tombait exactement là où la justice de l'ombre l'attendait. Mais dans ce tumulte, un garde paniqué dégaina son pistolet et le pointa directement vers la tête du forgeron. Le destin de la plantation de l'ombre portée était sur le point de changer à jamais, mais le prix à payer serait immense. Le silence revint brusquement, seulement troublé par le râle d'un homme qui se vidait de son sang dans la poussière. Elias ne bougea pas, car il savait que la vérité qu'il avait déterrée ne pouvait plus être étouffée, même par une balle de plomb. Le coup de feu partit, déchirant l'atmosphère saturée de tension de ce matin de jugement. Le plomb siffla aux oreilles du forgeron, mais ce ne fut pas le bruit de la mort qu'il entendit en premier. C'était le cri d'une vérité plus ancienne, une révélation qui allait faire trembler les fondations mêmes de l'île. Ce carnet contenait plus de secrets que toutes les archives de la colonie réunies au fil des siècles. Elias s'avança lentement vers l'objet, ignorant le chaos qui l'entourait et les gardes qui hésitaient à l'abattre. Il savait que ce qui était écrit à l'intérieur allait soit les libérer tous, soit les condamner à un enfer pire que la servitude. La balle de plomb siffla à quelques centimètres de l'oreille d'Elias, venant s'écraser contre le mur de pierre de la forge. Le forgeron ne scia même pas, son regard restant ancré sur le petit carnet de cuir noir qui gisait dans la poussière. Pour lui, le temps n'existait plus. Seule comptait cette preuve matérielle qui allait briser un siècle de mensonges. Le garde s'apprêtait à tirer une seconde fois, mais un cri d'autorité absolue figea son index sur la détente. « Arrêtez ! Par ordre du roi et de la loi !»
Baissez vos armes immédiatement. » Un homme d'un certain âge vêtu d'une redingote noire austère s'avança hors de la foule des invités horrifiés. C'était le juge de paix de Saint-Pierre, un homme dont l'intégrité était la seule chose que Valmont ne pouvait acheter. Il avait observé la chute du comte avec une froideur analytique, sentant que ce drame cachait une abîme bien plus profonde. Ses yeux passèrent du corps agonisant de Valmont au carnet de cuir que le forgeron tenait désormais fermement. Elias ne prononça pas un mot, mais la vibration qu'il transmettait à travers l'objet était un plaidoyer muet. Le juge saisit le registre, sentant la chaleur résiduelle du soleil tropical sur la couverture de peau de chèvre. En ouvrant les premières pages, il découvrit une écriture qu'il reconnut entre mille, celle du défunt Monsieur de Saint-Avit. Ce n'était pas un simple livre de comptes, mais le journal intime et le testament caché de l'ancien propriétaire. Les premières lignes décrivaient avec une précision terrifiante comment Valmont, alors simple invité, avait empoisonné les puits. Mais ce qui suivait était encore plus accablant pour l'homme qui se vidait de son sang sur la herse métallique. Le comte essaya de tendre une main vers le juge, un dernier geste de déni dans un océan de culpabilité. Mais Lucifer, l'étalon noir, s'interposa entre le bourreau et l'autorité, poussant un hennissement qui ressemblait à un rire. L'animal semblait savourer chaque seconde de l'agonie de celui qui l'avait torturé pendant 10 ans de captivité. Ici, le 14 juin 1832, Valmont a falsifié ma signature devant le notaire alors que je mourais dans la cave. Le juge lut ces mots à haute voix, sa voix portant jusqu'aux confins des champs de canne à sucre. Un murmure d'indignation parcourut la foule des planteurs, car même dans leur monde cruel, l'usurpation était un crime ultime. Le pouvoir de Valmont s'évaporait en même temps que sa vie, laissant place à un vide juridique et moral. Elias fit un pas vers l'estrade des enchères, là où Solange l'attendait, le regard brillant d'une lueur nouvelle. Le forgeron ne craignait plus les balles ni les chaînes, car il portait en lui la fréquence de la liberté absolue. Les cordes de chanvre cédèrent, comme si elles étaient faites de paille sous la poigne de l'homme de fer. Il prit l'enfant dans ses bras, sentant son petit cœur battre à l'unisson avec le rythme de la terre. Le juge de paix, continuant sa lecture, tomba soudain sur une clause que Valmont avait tenté d'effacer au couteau. « Il y a plus, citoyen Elias », déclara le juge, avec une solennité qui fit taire les derniers bruits de la plantation. « Monsieur de Saint-Avit, vous avez rendu votre liberté 10 ans avant ce jour, pour vos services exceptionnels. » Le silence qui suivit fut le plus pur qu'Elias ait jamais entendu, un silence sans écho de fouet ou de cri. La justice avait enfin rendu son verdict, un verdict forgé dans le sang, le fer et la sueur des opprimés. La maison Valmont s'écroulait, non pas sous les flammes, mais sous le poids de sa propre corruption révélée. Le carnet contenait également les noms de tous les complices, condamnant une partie de l'élite locale à la ruine. Le vent se leva, faisant bruisser les feuilles de canne comme un chant de victoire s'élevant des profondeurs du sol. Elias descendit de l'estrade, Solange à ses côtés, et s'approcha de Lucifer qui l'attendait sagement. Il n'y avait plus besoin de mort, plus besoin de fer tranchant, plus besoin de vibrations secrètes pour se comprendre. « C'est fini, mon ami », murmura le forgeron, sa voix étant pour la première fois audible par tous ceux qui l'entouraient. Le cheval inclina la tête, reconnaissant en cet homme non pas un maître, mais un égal, un compagnon de douleur. Ensemble, ils formèrent une procession étrange et magnifique qui commença à s'éloigner de la maison de maître. Ils ne s'enfuyaient pas comme des criminels dans la nuit, mais marchaient comme des êtres libres sous le soleil de midi. Derrière eux, le juge de paix ordonnait la saisie immédiate de tous les biens et l'arrestation du régisseur. La plantation de l'ombre portée allait changer de nom, car la lumière de la vérité l'avait enfin touché. Elias ne se retourna pas une seule fois vers la forge qui avait été sa prison et son sanctuaire pendant si longtemps. Il savait que le métal n'était qu'un vecteur, un outil pour transformer la matière en justice. Il emportait avec lui le secret des fréquences, mais il n'en aurait plus jamais besoin pour survivre. L'histoire d'Elias se transmit de bouche à oreille, devenant une légende murmurée dans les veillées de l'île. On racontait qu'un homme avait réussi à faire parler le fer pour dénoncer le crime d'un puissant, et que la justice, bien que parfois lente comme le refroidissement de l'acier, finit toujours par frapper. Ils atteignirent les limites du domaine, là où la forêt tropicale reprend ses droits sur l'ambition des hommes.
Leur trace se perdit dans les sentiers escarpés des mornes, là où les hommes libres construisaient un monde nouveau. Élias le colosse silencieux était devenu le forgeron de sa propre destinée, loin de la fournaise de la haine. Si cette histoire de justice et de courage vous a touché, n'oubliez pas de laisser une note de 0 à 10 dans les commentaires. Votre soutien nous permet de déterrer ces récits oubliés, où le fer et le sang racontent la vérité des hommes. Abonnez-vous pour découvrir d'autres mystères historiques où la morale finit par triompher de l'ombre. Le fer rouge ne ment jamais, et aujourd'hui il a enfin cessé de pleurer sur la plantation de l'ombre portée. La vérité est une vibration que personne ne peut étouffer, car elle résonne dans le cœur de chaque homme libre. Le silence qui s'installe maintenant n'est plus celui de la peur, mais celui de la paix enfin retrouvée.